Salut, aujourd'hui on s'intéresse aux atomes et en particulier à la découverte des éléments. On va parler des alchimistes et aussi d'une des expériences les plus célèbres de la chimie qui a amené à penser que la matière était faite avec des atomes. Les atomes sont les briques de base de la matière et ils se combinent pour former des molécules. Par exemple, si vous associez un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, vous formez une molécule d'eau. Vous pouvez aussi former des molécules plus complexes. Ici en noir, ce sont des atomes de carbone, en rouge des atomes d'oxygène et en blanc des atomes d'hydrogène. Cet assemblage, c'est la cellulose, le principal constituant du bois. Dans ces molécules, l'écart entre les atomes est d'environ 0,1 nanomètre. Et cette distance de 0,1 nanomètre, c'est d'ailleurs à peu près le diamètre d'un atome. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Si vous coupez un mètre en 1000, vous obtenez un millimètre, la taille d'un grain de sable. Si on recoupe en 1000, on a un micromètre, la taille d'une bactérie. Et si on coupe encore une fois en 1000, on obtient un nanomètre, la taille d'une petite molécule. Aujourd'hui, cette vision microscopique des choses est bien établie, mais on va le voir, elle a mis du temps à s'imposer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà ce que conclut Antoine Lavoisier dans son traité élémentaire de chimie, publié en 1789. Bon, la phrase exacte est un peu plus longue, mais c'est l'idée. Et cette idée, elle ne date pas d'hier. Anaxagore, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. » Et ces éléments qui se séparent et se recombinent en permanence, dans la vision actuelle des choses, ce sont les atomes. Chose intéressante, Anaxagore, lui, ne croyait pas en l'existence des atomes. Il disait notamment « Dans le petit, on ne saurait trouver un dernier degré de petitesse, il y a toujours un encore plus petit. » Pour lui, il n'y a pas de brique de base, on peut toujours découper la matière autant qu'on veut. Ce débat entre les partisans et les opposants de l'hypothèse des atomes, il a lieu dans l'Antiquité, mais on va le retrouver tout au long du 19e siècle, au moment où on a de plus en plus d'expériences permettant de sonder la matière au niveau microscopique. Pendant l'Antiquité, on a d'un côté Anaxagore qui dit que tout se transforme, mais qui est quand même opposé à l'hypothèse des atomes. Et d'un autre côté, on a Démocrite et Leucippe qui pensent, eux, que les atomes existent bel et bien. Pour eux, on a des briques de base, impossibles à casser, et ces briques de base forment les éléments naturels en se combinant. En grec, atoma, ça veut dire littéralement qui ne peut pas être découpé. Et pour Démocrite, le monde se sépare simplement en deux, les atomes et le vide. Chez les Grecs, notamment avec Empédocle, on pense que le monde est constitué à la base de 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Cette théorie sera reprise en alchimie et on ajoutera d'autres éléments à la classification, notamment les métaux. En 770, Jabir ibn Hayyan fait la liste de 7 métaux. L'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb, le fer et le vif argent, c'est-à-dire le mercure. On rajoute ensuite le soufre, le sel, l'arsenic, l'antimoine, etc. Et à chaque élément, on associe un symbole parce que c'est trop stylé. On a donc une première classification des éléments. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'ordre dans le tableau, mais l'idée d'identifier les éléments de base de la nature est déjà là. On commence à faire la distinction entre d'un côté ces éléments de base, l'or, l'argent, le cuivre, et d'un autre côté les mélanges comme le bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain. Au XVIIIe siècle, ce sont les éléments gazeux qui sont beaucoup étudiés et on leur donne des noms un peu bizarres. Il y a l'air fixe, l'air inflammable, l'air phlogistiqué, l'air déphlogistiqué, on va voir à quoi tout ça correspond. Antoine Lavoisier est un scientifique français qui a mis en place des expériences révolutionnaires sur l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. Ces expériences font de lui le père de la chimie moderne. À cette époque, on a isolé différents types d'air. Joseph Black montre par exemple qu'en mettant de l'acide sur de la craie, un gaz qu'il appelle air fixe se dégage. Cet air fixe est plus dense que l'air, il éteint les flammes et asphyxie les souris. Black va ensuite se rendre compte que c'est le même gaz qui est produit par la fermentation et qui est expiré par les animaux. On nommera plus tard cet air fixe le gaz carbonique. De son côté, Joseph Priestley découvre un gaz qu'il appelle l'air déphlogistiqué. Alors ce nom barbare, ça vient de la théorie du phlogistique, qui expliquait la perte de masse des matériaux lors de la combustion. Par exemple, si vous pesez les cendres issues de la combustion d'un morceau de bois, la masse des cendres est plus petite que la masse du bois.
Et on expliquait ça en disant que le bois contenait du phlogistique, une sorte de substance invisible. On pensait que pendant la combustion, le phlogistique sortait du morceau de bois. Presley, lui, il obtient un gaz qui fait bien brûler le morceau de bois. Et donc il se dit que c'est un gaz qui absorbe le phlogistique. Et si le gaz aspire facilement le phlogistique, c'est parce qu'il n'en contient pas à la base, et donc on va l'appeler l'air déphlogistiqué. À votre avis, c'est quel gaz cet air déphlogistiqué? On va voir ça. Plus tard, quand Lavoisier fait ses expériences, il invalide la théorie du phlogistique. Selon cette théorie, quand un métal brûle, il devrait perdre son phlogistique et donc perdre du poids. Or, Lavoisier montre que certains métaux gagnent du poids après avoir brûlé. Donc l'histoire du phlogistique, ça tient pas. À ce moment-là, Lavoisier montre que si le métal gagne du poids, c'est parce qu'il absorbe de l'air fixe. On l'a dit, l'air fixe, c'est le gaz carbonique, et vous l'avez peut-être deviné, l'air déphlogistiqué, c'est l'oxygène. Lavoisier montre qu'il est présent naturellement dans l'air, mélangé à un autre gaz qu'on appelait l'air phlogistiqué, et qu'on appelle aujourd'hui l'azote. Donc si on résume, on a l'air fixe qui est le gaz carbonique, l'air phlogistiqué qui est l'azote, et l'air déphlogistiqué qui est l'oxygène. Il se trouve qu'un quatrième type de gaz a été découvert par Henry Cavendish en 1776. Ce gaz pèse 10 fois moins que l'air, et Cavendish va l'appeler l'air inflammable. Lavoisier l'appellera hydrogène, ce qui signifie en grec « formeur d'eau ». En effet, en mélangeant de l'hydrogène et de l'oxygène, Presley et Cavendish vont réussir à fabriquer de l'eau. Lavoisier va reprendre l'expérience et la compléter. Il parvient à décomposer de la vapeur d'eau au contact du fer et à libérer de l'hydrogène. Donc il arrive à découper les molécules d'eau. Et ensuite, il réalise la réaction inverse. Il fait la combustion de l'hydrogène dans l'air pour reformer de l'eau. Et arriver à décomposer l'eau, à la resynthétiser, c'est très important parce que ça veut dire que l'eau n'est pas un élément de base. Et donc la théorie antique des 4 éléments ne tient plus. Lavoisier va alors faire la liste des éléments connus à l'époque. En s'inspirant des tableaux d'Étienne Geoffroy, il dénombre 33 substances qui ne peuvent pas être décomposées. Il commence par la lumière, le calorique, qui est vu à l'époque comme le fluide qui transporte la chaleur, et il énumère ensuite oxygène, azote, hydrogène, soufre, phosphore, etc. Lors de sa célèbre expérience, Lavoisier mesure que le pourcentage d'oxygène présent dans l'eau est toujours le même, à peu près 80%. John Dalton, un scientifique britannique, va généraliser le résultat et énoncer une loi incroyable qu'on appelle la loi des proportions multiples. Il montre que des éléments comme l'azote ou l'oxygène se combinent toujours de manière très simple avec des nombres entiers. Par exemple, une portion de carbone combinée à 2 portions d'oxygène forme le gaz carbonique CO2. Mais on peut aussi associer une portion de carbone et une seule portion d'oxygène pour former le monoxyde de carbone CO. Vous savez, ce gaz assez dangereux qu'il ne faut pas respirer. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne secondaire, je vous ai mis le lien en description. La conclusion de Dalton est sans appel. D'un côté, on a la conservation de la masse de Lavoisier, et d'un autre côté, on a les rapports parfaits dans les combinaisons des éléments chimiques. Ça montre que la matière est faite d'atomes indestructibles qui se combinent les uns les autres pour former les différentes molécules. D'ailleurs, à ce moment-là, Dalton il travaille sur les mélanges de gaz et ça va le conforter dans cette idée. Quand vous mélangez un gaz avec d'autres gaz, il va se comporter comme si les autres gaz n'étaient pas là. Par exemple, si vous mélangez de l'oxygène et de l'azote, l'oxygène va se répandre dans la cavité comme si l'azote n'était pas là. Et ça, c'est très dur à expliquer si vous pensez que les atomes n'existent pas, si la matière est un fluide continu. Dans ces cas-là, les gaz devraient occuper vraiment tout l'espace et donc interagir les uns avec les autres. Par contre, si vous supposez que les gaz sont faits d'atomes extrêmement petits, ces atomes peuvent se balader sans se voir et donc sans interagir. Ensuite, au 19e siècle, on aura d'autres preuves de l'existence des atomes, et on continuera de classer les éléments, notamment avec le fameux tableau de Mendeleïev. Grâce à ce tableau, on se rend compte que les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques similaires. Par exemple, tout à droite, on a la colonne des gaz rares, qui ont tendance à rester isolés et à ne pas faire de réaction chimique avec les autres molécules. Et ces propriétés périodiques, ça fait penser qu'il y a une structure interne dans les atomes. Mais tout ça, c'est une autre histoire, on en parle dans l'épisode 2 de la série. Voilà, ce que vous venez de voir, c'était bien la première vidéo de la série Voyage au cœur des atomes. J'ai fait une deuxième version de cet épisode parce que j'étais pas satisfait du résultat, donc si les vidéos sont un peu dans le désordre, c'est normal. Si vous voulez les voir dans l'ordre, j'ai fait une playlist, donc n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de la série. Allez, à la prochaine!